Il est 20h30 sur le plateau de Coloma. Merci de préférer la RTG pour vous informer. Au sommaire de ce journal, le réseau ouest-africain des institutions et fonds de formation professionnelle prépare son assemblée générale ordinaire à Conakry. Mais avant, le comité des experts s'est retrouvé pour examiner et préparer tous les documents à approuver le 26 avril. Et puis la journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été célébrée à Kassa. C'est à la faveur de la 15e édition des 72 heures du livre qui se tient cette année sous le thème Afrique, littérature et identité. Enfin, les cadres des structures déconcentrées du tourisme et de l'artisanat se familiarisent avec les nouvelles réformes engagées dans leur département à retraite à Yorokogia. Ils sont appelés à connaître leurs prérogatives pour valoriser le secteur. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères est en visite de travail à la République du Togo. Hier soir, il a été reçu par le président Faure Gnassingbé. Dr Maurice Sanda Kouyaté est porteur d'un message du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Makemedozo. À peine arrivé à Lomé, la capitale togolaise hier dimanche, le chef de la diplomatie guinéenne a été accueilli après l'étape de l'aéroport international Gnassingbé Yadema par le ministre togolais des Enseignements, assumant la fonction de ministre des Affaires étrangères. Dans la soirée, Dr Maurice Sanda Kouyaté est reçu au palais Lomé 2 par le président de la République du Togo. Son Excellence Faure Gnassingbé a dû interrompre une campagne nationale en cours pour s'entretenir avec l'émissaire du colonel Mamadi Doumbouya. Une audience privée pour évoquer la bonne santé des relations diplomatiques entre Conakry et Lomé. Je lui ai transmis le message important d'amitié et de fraternité de son frère et ami, le président Doumbouya. Vous savez que le président Faure, c'est un panafricaniste et donc les relations avec son frère, le colonel Doumbouya, sont très bonnes. Je suis venu donc délivrer un message et le président m'a bien reçu. Il a bien apprécié ce que nous faisons en Guinée et il a réexprimé son soutien total à la Guinée et à la transition et particulièrement au chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. La clarté imprimée par les autorités guinéennes à la conduite de la transition est également abordée au cours de ce tête-à-tête. Le président Faure, doyen des chefs d'État de la sous-région, apprécie les efforts fournis par son homologue, le colonel Mamadi Doumbouya, qui donne une réelle visibilité à la transition et engage de vastes travaux pour la refondation de l'État. Comme l'a souhaité le président Doumbouya, vous allez voir, après cette visite, les deux chefs d'État vont prendre des initiatives, si ce n'est déjà fait, pour renforcer les relations entre nos deux pays. Et donc, je suis confiant de la suite qui sera donnée à cette visite. Beaucoup de questions touchant la transformation qualitative des relations bilatérales entre les deux États étaient au cœur des échanges. Le président Faure et l'émissaire de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, ont également passé en revue des sujets d'actualité du continent. Lancé le 17 avril à New York, le Forum sur le financement du développement mobilise du monde, communauté internationale, société civile, pays membres et acteurs économiques réfléchissent sur les questions liées à la réforme de l'ordre économique mondial. C'est la ministre de la Coopération internationale qui apporte au débat la contribution de la Guinée. Depuis New York, Fatoumata Samoura. Lorsque la communauté internationale se fixait de nouveaux objectifs, en 2015, l'espoir était grand quant à l'atteinte de ces derniers. Déclinés en 17 objectifs, les ODD tardent à se réaliser par faute de financement important. Les États membres tentent de booster les mécanismes. Pour les initiateurs, c'est le moment d'innover. Pendant que de nouvelles méthodes de mobilisation des fonds pour financer le développement sont inventées. La Guinée a mis en place un cadre intégré de financement des ODD, pris pour exemple par l'ensemble des États membres pour les avancées considérables que nous avons en Guinée. Nous avons été fiers d'apprendre aussi au cours du débat
le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a cité la Guinée comme étant un pays où les chiffres sont de plus en plus mieux, mais que cela n'impacte pas notre capacité d'endettement. Et cela est pour nous un record au niveau des autorités guinéennes de pouvoir être cité ainsi en exemple. Des mises en place la structure du financement aussi pour que cela s'adapte et que la dette ne soit pas une contrainte au développement, mais que ce soit un outil d'aide au développement. L'aide et les ressources internes devraient être complémentaires pour un meilleur financement du développement. Un mariage célébré à grande pompe par Conakry. Depuis le 5 septembre 2021, les ressources internes sont mobilisées et elles servent à réaliser des projets et programmes destinés à la population. L'expérience est fièrement partagée ici à New York par la ministre du Plan et de la Coopération internationale. L'une des priorités de la Guinée, c'est d'abord harmoniser la gouvernance interne, c'est-à-dire en rationalisant les dépenses publiques. C'est aussi de mobiliser davantage les ressources internes pour pouvoir combler notre besoin en financement, mais aussi d'harmoniser le cadre de coopération avec nos partenaires d'aide au développement, d'améliorer le cadre de concertation afin que l'aide publique aille de façon intéressée, mais aussi sur des priorités nationales. Nous avons également profité pour citer la volonté de la Guinée d'abriter l'Institut international de coopération sud-sud et triangulaire. Ce programme a déjà été soutenu par l'Assemblée à Doha, mais aussi par le groupe des 77 et de la Chine à Buenos Aires. Donc c'est toujours important de le rappeler à l'Assemblée. En participant à ce 8e forum de l'ECOSOC sur le financement du développement, la Guinée a fait le point sur les moyens qu'elle s'est octroyés pour le financement de son développement à travers le programme de référence intérimaire, un programme qui intègre la réalisation des ODD d'ici à l'horizon 2030. Je vous le disais dans les titres, les 12 pays membres du réseau ouest-africain des institutions et fonds de formation professionnelle ont choisi Conakry pour la tenue de leur 14e Assemblée générale ordinaire. En prélude à cet événement prévu le 26 avril, le comité des experts s'est retrouvé pour examiner et préparer tous les documents qui seront approuvés sous la présidence du chef de l'État, Moussa Komara. Conakry, prête à accueillir la 14e Assemblée générale du RAFPRO, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Avant le démarrage des travaux ce mercredi, ces experts du réseau se retrouvent pour examiner et préparer tous les documents qui feront l'objet des discussions. Cette fois-ci, nous allons travailler sur le plan de travail, le plan triennal de formation. Nous allons travailler également sur le document du Profor et bien d'autres sujets. Donc, en un temps record, les DG n'auront pas le temps véritablement d'aller au fond des dossiers. Donc, les experts sont là. Ils ont pris les dossiers depuis plus de 2 semaines. Ils les potassent, ils les préparent. Donc, chacun vient avec ses observations. On essaie de les synthétiser et de faire un rapport court et concis qui permet justement aux directeurs généraux de se rassurer de la qualité du travail et de se rassurer de la décision qui doit être prise pour ce qui concerne chacun des documents. Ce comité des experts a 2 jours pour passer en revue les différents rapports d'activité et financiers. Ainsi, le plan triennal de formation du réseau sera examiné et adopté. La compétitivité des entreprises en Afrique est le principal défi. Contre inédite dans le cadre du RAFPRO, parce que pour une première fois, on s'adresse à la question de compétitivité des cabinets dans l'espace RAFPRO, on s'adresse à la question de mobilité des entreprises dans l'espace RAFPRO et surtout, plus important, à la question de qualité de la formation déroulée au sein de l'espace RAFPRO. Et si la déclaration de Conakry est adoptée par les directeurs généraux de ces 12 pays couvrant 13 fonds, cela veut dire que nous dotons ces entreprises de passeports, de laissez-passer les permettant de s'installer dans ces pays ou même d'aller faire des prestations dans ces pays et revenir dans leur pays d'origine. Ce rendez-vous important sur l'écosystème de la formation professionnelle est organisé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui dirige désormais le comité des experts du RAFPRO pour une durée d'1 an. 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
sont présents pour échanger les bonnes pratiques et espérer lutter contre le chômage des jeunes du continent par la formation professionnelle. Et puis, comment assister les PME à mieux structurer leurs actions dans la durée? De nombreuses entreprises se le demandent et sollicitent des expertises. C'est le cas de la structure Force des femmes qui vient de sceller un partenariat avec la Direction nationale des PME du contenu local en charge de cette question. N'est-ce pas, Abdulkarim Kamara? Entrepreneur, cette femme en veste bleue fait sien l'investissement doublé de coaching des jeunes filles dans l'apprentissage des métiers. Sa structure Force des femmes partage désormais ses idées avec la Direction nationale des PME et du contenu local. Une direction dont le rôle est d'apporter une assistance technique aux activités des PME. Vu que nous œuvrons pour l'autonomisation des femmes en Guinée, j'ai trouvé en fait le meilleur endroit dans le but en fait d'impliquer la direction des PME et contenu local. Mettre des techniciens à notre disposition pour renforcer les capacités de ces jeunes femmes qui sont vraiment dans le besoin. C'est une collaboration qui amène les PME à mieux structurer leurs actions afin d'éviter le pilotage à vue. Par les modules qui seront appris par ces jeunes filles dans le domaine de la coiffure, plus question pour elles de brûler les étapes dans l'exercice du métier. On apprend la confection, concrètement la confection d'une perruque, du début jusqu'à la fin. Pour pouvoir vendre un produit à ton client, c'est que tu as une expertise que le client n'a pas. Comment en fait une lace, elle peut devenir de très bonne qualité, comment en fait on peut aussi réduire la qualité, comment on peut la valoriser, comment éviter de la dévaloriser. Habituellement, nous apportons dans l'exercice de notre mission l'appui assistance, le conseil, l'orientation de toutes les micro, petites et moyennes entreprises en République de Guinée pour pouvoir les apporter l'appui nécessaire pour la pérennisation de leurs activités. Ce partenariat d'assistance technique arrive après la consolidation d'aptitudes par l'ONG Force des femmes de 80 jeunes filles dans d'autres secteurs d'activité. Dans l'actualité également, ouverture des audiences criminelles au tribunal de première instance de Guékédou, 8 dossiers criminels inscrits au rôle, dont une condamnation à la perpétuité pour un double assassinat. Marwan Kamara, Suleiman Kouyaté. Quelques années après les faits, les audiences criminelles reprennent au tribunal de la première instance de Kissidougou. 8 affaires sont inscrites au rôle. À la barre, les accusés sont attendus pour leur rôle présumé dans la commission des crimes. On avait 8 dossiers criminels. Donc, entre autres, un dossier d'assassinat, 3 dossiers de meurtre et de tentative de meurtre, 3 dossiers de viol et un dossier d'enlèvement. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons épuisé presque 5 dossiers, dont 3 vidés complètement, avec des réformes engagées aujourd'hui dans le domaine judiciaire. Nous sommes en train de faire en sorte que les dossiers criminels ne tardent plus. L'ouverture du procès était très attendue à Guékédou. Au terme des débats dans un dossier d'assassinat, une personne a été retenue dans les liens de la culpabilité et condamnée à perpétuité par le tribunal criminel. Il y avait un autre dossier de double meurtre, un monsieur qui aurait donné la mort à son beau-père et à sa belle-mère à cause de sa femme, parce que tout simplement, la famille de la femme, compte tenu de ses sévices, de ses violences, avait sollicité, demandé de récupérer leur fille. N'étant pas satisfait de cette décision, il a décidé de mettre fin à la vie de ces deux. C'est pourquoi hier, dans la décision du tribunal, il a été condamné à perpétuité. Et c'est ce que nous avons demandé, conformément à la loi. Ça a été une très très bonne décision, puisque celui qui est auteur de l'assassinat ou du meurtre de l'Égyptien, il a été arrêté en flagrance, en train de commettre le crime. Et il a reconnu qu'il a agi seul et que ses causes accusées, il les a accusés à tort. Au regard de la recrudescence des violences dans cette localité, le procureur Ali Badarakoma appelle les citoyens à faire confiance en leur justice, mais aussi à plus de responsabilité.
Un énième incendie à Conakry, plus précisément à Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Dimanche nuit, aux environs de 21h, un appartement et tout son contenu sont partis en fumée. Pas de perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels sont constatés. Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma pour les détails. À Conakry, les incendies reprennent progressivement dans les quartiers de la haute banlieue. Une situation qui ne cesse de faire des victimes. C'est le cas ici à Petit Simbaya dans la commune de Ratoma où cet appartement et tout son contenu sont partis en fumée ce dimanche aux environs de 21h. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont énormes. Je suis sorti pour aller fêter, manger avec mes frères. Au retour, on a trouvé cet incendie. La source est là. Beaucoup de dégâts. Tous mes dossiers de mes enfants, les extraits de naissance américains que je suis parti faire, le tout parti dans la fumée. En moins de 8 mois déjà, cet appartement enregistre un deuxième incendie. Un court-circuit serait à l'origine. Il aurait fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour éteindre les flammes. 3 jours passés, nous avions constaté, on a même interpellé. Le fils du propriétaire dit qu'il est parti au Fouta, qu'il revient lundi. Et aujourd'hui, voici ce qui s'est passé. Avec les coupures intempestives autour de ce sujet d'actualité, la qualité des installations électriques dans les habitations est souvent dénoncée par l'EDG. C'est vrai que quand on parle d'électricité, c'est EDG, mais on le répète encore, l'électricité d'EDG se limite au compteur ou l'électricité se limite au disjoncteur. Après le disjoncteur, les installations internes ou domestiques ou en tout cas dans une boutique ne relèvent pas d'EDG. Les causes des incendies actuellement, nous n'arrivons pas nous-mêmes à les identifier parce que nous n'avons pas reçu de rapport des services déconcentrés. Ils doivent établir un rapport bien précis pour savoir réellement est-ce que cet incendie est d'origine venant du poteau électrique EDG ou d'un transformateur EDG, ou est-ce que ça vient de l'intérieur de la maison, que les fils se chauffent dans sa maison et puis créent des incendies. En attendant de situer les responsabilités sur l'origine des incendies répétés à Conakry, les victimes ne savent toujours pas à quel sein se vouer. Quelques mois après la prise de fonction de la nouvelle équipe de gestion de la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor, le bureau organise son assemblée de mi-mandat. Il a des activités réalisées, celles en cours, une occasion saisie par le bureau national pour en appeler à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs. Amadou Touré. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor. Il s'agit de faire le bilan à mi-parcours de l'organisation. Celui-ci porte sur les réalisations, les défis et les perspectives. À mi-mandat, nous avons organisé 11 sessions de formation sur les thèmes en phase avec notre plan d'action. Les championnats nationaux d'art oratoire et de débat volet JCI ont pris fin le lundi 10 avril. Et verront probablement nos champions prendre part aux compétitions internationales. L'excursion sur l'île de Soro nous a permis de nous divertir. Le magnifique projet Un mois un livre prend forme peu à peu sous l'impulsion du parrain de l'activité, Aboubacar Mandela Camara. Dans le domaine impact communautaire, les projets éducatifs SOS Foyer, de santé, éducation sexuelle et sensibilisation contre les cancers du sein et du col de l'utérus, et de gouvernance, élections sans violence, ont mis les commissions en action. Créée en 2009, la Jeune Chambre internationale Conakry Trésor est une organisation non gouvernementale dont les activités ciblent l'amélioration des conditions de vie des communautés de Ratoma. À ce rendez-vous du bilan de mi-mandat, les responsables du bureau national appellent les membres au respect de l'engagement. En début du mandat, chacun de nous s'est engagé, s'est vu confier une responsabilité et s'est engagé à l'assumer avec fierté et loyauté. Si nous ne respectons pas nos engagements, le résultat global sera impacté. Arrêtons d'accepter les postes de responsabilité sans avoir la disponibilité et l'engagement de l'assumer avec fierté. Une signature de partenariat a eu lieu
entre la GCI Conakry Trésor et la M2DH lors de cette cérémonie. Objectif, permettre à la GCI Conakry Trésor d'accompagner la Maison de la démocratie et des droits de l'homme dans l'animation de sa plateforme et le renforcement des capacités de ses membres. On enchaîne avec l'actualité culturelle et direction Kassa, où a été célébrée la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est à la faveur de la 15e édition des 72 heures du livre qui se tient cette année sous le thème Afrique, littérature et identité. Une conception de l'Harmattan Guinée et ses partenaires pour promouvoir davantage le livre et la lecture publique. Mikini Moussa Kamara, Meimouna Beladial. Cette année, l'Harmattan Guinée et ses partenaires sont à l'île de Kassa, une commune chargée d'histoire, pour marquer le lancement officiel des activités des 72 heures du livre. Kassa, c'est un site d'abord touristique, c'est un site historique, c'est un site aussi qui convient parfaitement à la thématique de cette année, qui est sur les identités et sur l'Afrique et la littérature. Le livre doit servir deux causes fondamentales. Il y a par exemple l'éducation et la culture. C'est à travers ça que l'homme est formé. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est une célébration visant à cultiver le goût de lire. Chaque année, le 23 avril, des événements ont lieu dans le monde entier pour rétablir un lien entre le passé et l'avenir, un pont culturel entre les générations. À cette occasion, l'UNESCO et les organisations internationales représentant les trois grands secteurs de l'industrie du livre, éditeurs, libraires et bibliothécaires, choisissent la capitale mondiale du livre pour une année afin de promouvoir la lecture et l'écriture. La lecture représente pour nous la base de tout développement, parce que quand vous êtes à l'école, la première des choses qu'on vous dit, c'est montre, c'est la lecture. De plus en plus, on vous adapte, Beaucoup d'agences des Nations Unies qui accompagnent les 72 heures. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que l'initiative de Santikaba est encouragée parce que les 72 heures constituent quand même l'événement majeur, culturel majeur de la Guinée. Ça donne beaucoup plus de visibilité à la Guinée et à beaucoup d'autres partenaires qui accompagnent l'événement. Le 23 avril est une date symbolique dans la littérature mondiale. C'est la date à laquelle plusieurs grands auteurs comme William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Linka Garcilaso de la Vega sont décédés. Cette date était un choix naturel pour la conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris en 1995 pour rendre un hommage mondial aux livres et aux auteurs à cette date en encourageant l'accès aux livres pour tout le monde. À l'occasion de cette 15e édition des 72 heures du livre, justement, la ministre de l'Enseignement supérieur a lancé les activités de l'Institut de recherche linguistique appliquée, en abrégé IRLA, l'institut chargé de la promotion des langues nationales guinéennes à travers journalistes et chroniqueurs en langue. Compte rendu, Bakary Bamba Kondi. Les 72 heures du livre, des moments de retrouvailles entre les acteurs du livre et de la culture en Guinée. Pour l'occasion, plusieurs partenaires s'engagent pour la réussite de l'événement. IRLA, Institut de recherche linguistique appliquée, dans sa mission de promouvoir les langues nationales, lance l'enseignement de l'alphabet national harmonisé à l'intention des journalistes et chroniqueurs. Il vise à sauvegarder le patrimoine linguistique guinéen à travers sa connaissance par les apprenants. Il faut que les gens sachent qu'on peut s'instruire dans sa langue. La langue, c'est un vecteur de communication, ce n'est pas la science en elle-même. La science n'a pas de langue. Donc à travers ces stands-là, nous montrons aux gens que nos langues aussi viennent dans des foires internationales. Donc nous sommes fiers de montrer au monde entier que la Guinée aussi a des langues nationales qui sont codifiées. Donc ça, c'est une fierté pour nous. Selon l'Institut de recherche linguistique appliquée, il existe en Guinée 8 langues nationales codifiées et certifiées par l'UNESCO. Ainsi, son objectif est d'écrire les langues nationales et les doter d'une orthographe harmonisée, mais également mener des études sur les traditions orales du pays, notamment les contes, proverbes et des dictons.
En marge des 72 heures du livre en Guinée, lancer officiellement le stand de lire là au grand public qui a envie d'apprendre nos langues, qui a envie d'apprendre les sciences et la technique dans nos langues, en Maninka, en Soso, en Pulaar, en Télé, dans les langues Bassari ou encore en Koniagi. C'est plus qu'une opportunité pour la couche guinéenne, pour la couche estudiantine et même non estudiantine de faire la promotion de nos langues par le biais de cette institution qui est guinéenne et qui a été créée par le gouvernement pour la promotion et la vulgarisation de la science, de la technique dans nos langues nationales. Au terme des activités, la prestation artistique des communautés Bassari et Koniagi, originaires de la préfecture de Koundara, une manière pour l'Institut de mieux faire connaître la riche culture de ces Guinéens, peu connue par la nouvelle génération. Troisième titre de ce journal, les inspecteurs régionaux et les directeurs préfectoraux et communaux de la culture, du tourisme et de l'artisanat se familiarisent avec les nouvelles réformes engagées dans leur département. En retraite à Yorokogia, dans Dubreka, ils sont appelés à connaître leurs prérogatives afin de valoriser le potentiel de ces trois secteurs pourvoyeurs d'emploi et de devises. Ousmane Ba. Par la beauté de son paysage et la spécificité de ses merveilles, la Guinée constitue la synthèse du tourisme en Afrique de l'Ouest avec une diversité culturelle de référence et un artisanat qui se distingue. Un potentiel qui bat de l'aile suite à la dégradation de certains sites. Pour tirer ces secteurs de leur léthargie, de nouveaux cadres mettent le pied à l'étrier. En retraite à Yorokogia, ces inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux ont mandat de jouer la plénitude de leurs prérogatives pour des résultats probants. Le constat que nous avons fait, notre administration d'une manière générale déconcentrée, les directeurs préfectoraux, ils sont dans les préfectures, mais ils n'ont pas de feuille de route, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire au quotidien. Et nous, c'est ce que nous voulons corriger. C'est pour cela qu'ils seront outillés, ils auront leur plan de travail annuel, et comme ça, ils seront de vrais travailleurs aussi dans leurs différentes préfectures. Dans la nouvelle feuille de route, plusieurs thématiques à maîtriser, parmi lesquelles la connaissance des textes législatifs et réglementaires et l'appropriation de la chaîne de gestion des finances publiques dans l'arrière-pays. Ils auront par exemple le cadre institutionnel du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui leur permettra de connaître l'ensemble de la structure du département et les services d'appui des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics du département, mais aussi des services d'appui et services rattachés. Vous aurez aussi, n'est-ce pas, la thématique portant sur la gestion financière des services déconcentrés. Parce que, comme vous le savez, le président de la République et le chef du gouvernement ont décidé, n'est-ce pas, que ces services-là soient dotés de 20% du budget sectoriel. Alors, encore faudrait-il que nous leur donnions des outils leur permettant, n'est-ce pas, de pouvoir décaisser ces fonds-là. L'enjeu de cette retraite est de relever les défis des trois secteurs, la culture, le tourisme et l'artisanat, des secteurs qui constituent le socle de chaque nation. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a offert ce week-end un déjeuner aux enfants de l'orphelinat Cheikh Saïd Baladid de Kindia. C'est le palais du peuple qui a servi de cadre à ce geste humanitaire très apprécié par ces enfants en manque de chaleur parentale. Abdoulaye Ningilande Diallo. Offrir du sourire aux enfants démunis à l'occasion des grandes fêtes religieuses est devenu une habitude de Dr Dansa Kourouma. Après Noël, il réalise cette autre œuvre de charité en faveur des enfants déshérités en cette fête de Ramadan. Une action salvatrice et pleine de signification car elle symbolise l'amour des autorités de la transition pour cette couche sociale vulnérable. Ces enfants ont perdu leurs parents. Et quand Dieu vous met à la tête des institutions d'un pays, vous devenez le père de tous les orphelins de ce pays. Et par délégation du président de la transition, j'ai bien voulu traduire cette responsabilité dans un acte concret de rapprochement, d'union et de communion avec ces enfants pour sécher leurs larmes, les donner de l'espoir, bénir pour eux, pour qu'eux aussi puissent bénir pour nous. Parce que la bénédiction des enfants va directement à Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire.
Nous continuons à intensifier les bienfaits parce que les ressources que nous aurons ne nous appartiennent pas. On doit les utiliser dans le bon sens pour aider les pauvres, pour aider à réduire les inégalités et faire de telle sorte que chaque enfant de ce pays, chaque personne vulnérable de ce pays puisse bénéficier de l'attention, de la considération et de l'humanisme des différentes autorités du pays. En plus du partage de repas, plusieurs tonnes de denrées alimentaires et autres articles sont offerts aux enfants de l'orphelinat Cheikh Saïd de Kindia. Tout un symbole pour ces enfants qui partagent cet instant avec les conseillers nationaux, avec à leur tête la première autorité de l'institution législative de la transition. Nous avons compris et convaincus que nos responsables que vous êtes sont les substituts de nos parents pour essuyer nos larmes et que nous serons mis dans des conditions de vie meilleures pour ainsi d'acquérir l'éducation et la formation de qualité pour un avenir meilleur pour nous. Ces habits que vous nous avez apportés nous a égayés à plus d'un titre. Ainsi, nous avons célébré la fête de l'Eid el-Fitr dans la joie. Laquelle joie a envahi nos esprits tel un enfant recevant son jouet préféré. L'orphelinat Cheikh Saïd de Kindia est créé en 2004 et héberge de nos jours 162 orphelins venant de divers horizons du pays. Avec cette action humanitaire, le président du CNT réaffirme son engagement à défendre l'inclusion pour l'amélioration des conditions de traitement de ces enfants vulnérables. Des enfants démunis qui rejoignent leur domicile, le sourire aux lèvres en ces jours de fête. Humanitaire, toujours des vivres pour la cité de solidarité. C'est une action de Sounou Assurance qui vise à soulager les couches démunies de cette cité. Lancée Koulibaly. Donner le sourire aux couches vulnérables en cette fin de mois de Ramadan, c'est le sens de ce geste de Sounou Assurance. En offrant ce lot de denrées de première nécessité aux pensionnaires de la cité de solidarité, Sounou Assurance voudrait soulager cette catégorie de personnes en souffrance. Nous avons estimé qu'en cette période de pénitence et à la fin du mois de Ramadan, il était important de penser à nos concitoyens qui ont des difficultés liées par la nature, les aider à avoir de quoi nourrir leur famille pour avoir cette gaieté et se sentir également citoyens en Europe de Guinée. Au nom des pensionnaires de la Cité de Solidarité, le directeur a exprimé toute sa satisfaction aux donateurs. Au nom de 756 personnes de la Cité de Solidarité réparties en 108 familles, je vous dis merci. Et merci parce que certaines familles aujourd'hui ils vont avoir vraiment beaucoup de satisfaction. En plus de sa principale activité, Sounou Assurance entend accompagner les autorités. Sport Hand pour parler du Trophy Challenge de la zone 2 que les deux équipes de la Guinée ont remporté hier à Bamako. 9 pays étaient en compétition, mais ce sont les Guinéennes qui ont raflé les médailles d'or en série cadette et junior. Toute une joie pour la délégation guinéenne. Bintia Kondé est notre envoyé spécial à Bamako. Suivez son reportage. Ça y est. La Guinée est championne de la zone 2 en catégorie junior et cadette. Le Sili handball cadet et junior remporte le derby ouest-africain face au Sénégal en s'adjugeant des trophées du Challenge Trophy de la zone 2 à Bamako. Les Guinéennes emboîtent les pas de l'équipe masculine avec un bilan élogieux. 4 victoires en autant de sorties contre respectivement le Mali pays hôte, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et le Sénégal en finale dans les deux catégories. Chez les cadettes, après une première période ratée avec 3 buts d'écart pour les Sénégalaises, le discours du vestiaire portera fruit en deuxième période car les jeunes Guinéennes mettront en place leur tactique de jeu basée sur la rapidité, ce qui va permettre à nos cadettes de revenir au score et créer la différence en s'imposant au clou final 23-21. Quant aux juniors, elles ont imposé leur autorité sur le terrain dès les premières minutes. Déjà 23-6 à la pause. Du retour des vestiaires,
C'est le même rythme qui continue. Et là également, la Guinée domine le Sénégal 40-19. L'objectif atteint, toute une satisfaction pour l'équipe. Je suis comblé de joie et cela prouve à suffisance que quand le travail est bien fait, la récompense sera immédiate. Et aujourd'hui, je suis satisfait, je suis comblé. Et sentiment de compassion, de fierté, surtout beaucoup de fierté parce qu'on a beaucoup donné pour avoir ce trophée. Le prochain objectif pour nous, c'est de partir au Continental et de prendre cette coupe aussi, de la ramener chez nous en Guinée. La Fédération guinéenne de handball s'est réjouie de cette victoire qui, pour elle, est le résultat d'un long travail. C'est une joie immense. Venir avec les deux catégories, en cadet et en junior, remporter le trophée devant des grandes nations de handball, pour moi, je ne peux qu'éprouver un sentiment de fierté. Il faut signaler qu'à côté de ces trophées, la Guinée a aussi raflé le prix de la meilleure marqueuse au niveau des deux catégories, mais également la meilleure joueuse de la finale. Pour être plus complet sur ce sujet, après son sacre sous-régional, le Sili Handball a été triomphalement accueilli cet après-midi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Nous y reviendrons. C'est sur cette note de joie que s'achève ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.